On va accueillir prochaine session Jean-Christophe Tortora qui va aborder donc une thématique essentielle au DigiWorld Summit 2020. Jean-Christophe Tortora, souveraineté numérique en Europe. Comment? Pour qui? Pourquoi? J'appelle Antoine Petit, je crois qu'il est parmi nous, Marie-Laure Denis, Georges Caram, et il faudra me dire si on a Michel Paulin avec nous en direct ou pas, si on peut me le dire en régie. Installez-vous. Voilà, de retour ici pour un... Ah, voilà, ça va mieux. De retour ici pour ce grand débat sur la question de la souveraineté numérique en Europe. Comment, pour qui, pourquoi? J'accueille donc Antoine Petit, le président directeur général du CNRS. Merci de votre présence. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL. Georges Caram, président et CEO Sequence Communication. Et enfin, Michel Paulin, le CEO de OVH Cloud, qui est avec nous, je crois, en direct depuis Roubaix, depuis le siège d'OVH Cloud. Mais tout d'abord, Antoine Petit, beaucoup de travail. Et vous allez nous faire part... Alors, en régie, on a un retour son ici à la tribune. Pas le journal à la tribune, mais sur la tribune. Si on pouvait, parce que je ne vais pas m'énerver comme Valérie Pécresse, donc je vais rester très calme. Antoine Petit, vous avez beaucoup travaillé et c'est l'occasion que vous nous présentez justement les propositions de la Commission Souveraineté Numérique. C'est à vous. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'il y a des slides qui vont arriver, en principe. En principe, hein, je fais comme Valérie Pécresse, mais ils sont là, pardon. Et je voudrais vraiment remercier Vincent Bonneau et Jacques Bajon qui ont joué un rôle absolument essentiel dans l'animation de ces ateliers qui ont réuni beaucoup de personnes. Et donc le constat que nous avons fait, qui a été rappelé par Valérie Pécresse, c'est que celui que sans souveraineté numérique, il n'y a pas de souveraineté du tout. La place numérique aujourd'hui est telle que toute forme de souveraineté nécessite en amont une souveraineté numérique. Et le constat est assez malheureux. Si on regarde ce qui se passe en Europe, on peut simplement constater le retard qui est le nôtre. Et ce constat est sans appel. On a des dépenses en R&D qui sont tout à fait inférieures à celles des grands concurrents internationaux. Il en est de même pour les financements par les fonds, en particulier des startups. On a une monétisation qui est plus faible, faute notamment d'un réel marché unique. Et puis, on a une absence de leader dans de nombreux domaines du numérique. Donc, face à cette situation, nous avons choisi de faire un certain nombre de propositions, 18 propositions pour être précis, autour de 4 grands axes clés. Propositions qui se veulent concrètes et opérationnelles, qui devront bien sûr être reprises par les gens responsables, mais qui nous semblent être de mesure à changer la donne. Et ce que nous avons souhaité faire, c'est être à la fois défensif et offensif. Donc il ne s'agissait pas du tout de faire du protectionnisme visant simplement à combler le retard important de l'Europe sur le numérique. Il faut faire un tel protectionnisme, mais il fallait également être offensif, c'est-à-dire de donner les moyens de développer une capacité d'innovation autonome qui vise à assurer à la fois le bien-être des citoyens, la prospérité des entreprises, mais aussi une capacité à agir et à décider de façon indépendante. Alors, ces propositions, nous les avons classées en 4 grands axes. Vous les avez à l'écran. Je ne vais pas lire les propositions, mais simplement peut-être commenter ces grands axes. Le premier axe, c'est l'exception. Et notre message, c'est qu'il convient d'actionner le levier de la commande, notamment la commande publique, mais pas seulement, à l'instar, et nous voulons insister là-dessus, sur ce que font déjà la Chine et les États-Unis. Et notre message fort, c'est celui de la réciprocité. Arrêtons peut-être d'être naïfs et acceptons des contraintes si les autres acceptent également ces contraintes.
Et il faut aussi que nous sachions affirmer les valeurs et les spécificités de l'Europe en imposant nos propres règles, nos propres normes, nos propres certifications, de façon à favoriser l'émergence d'une concurrence. Et encore une fois, nous avons du retard. Donc si nous voulons que des acteurs soient concurrentiels au niveau européen, il faut leur donner les moyens de combler ce handicap, si je peux dire. Et puis un élément qui est essentiel aussi, c'est notre capacité à approfondir les droits autour des données, qui est un enjeu majeur, comme ça a déjà été rappelé plusieurs fois aujourd'hui. Le deuxième grand axe, c'est l'excellence. Et notre message, c'est qu'il faut que nous sachions nous positionner sur les batailles de demain et pas seulement regarder dans le rétroviseur. Il y a des retards que nous ne rattraperons pas. Il y a par contre des technologies clés qui vont être essentielles dans les années à venir, sur lesquelles les jeux ne sont pas encore faits. Et nos suggestions consistent à dire que ce sont sur ces technologies clés qu'il faut s'appuyer. Et bien sûr, je reparle des données, il faut qu'on soit capable de développer le marché des données, notamment les données non personnelles, en s'appuyant notamment sur les filières sectorielles dans lesquelles nous avons là, au moins parfois, des champions industriels. Et bien sûr aussi s'appuyer, j'en ai déjà parlé, sur la commande publique, les données des collectivités locales, des États, tout ça est essentiel. Les deux autres axes sont l'axe écosystème. Rappelez qu'en Europe, nous avons des États qui sont moteurs dans le domaine du numérique. On peut penser bien sûr à la France et l'Allemagne. Il faut qu'on sache s'appuyer sur ces États moteurs, tout en sachant aussi donner de la visibilité aux solutions locales. Et puis, il nous semble qu'un élément important est d'encourager le développement et l'usage de l'open source. Et enfin, quatrième axe, c'est celui de l'éducation à tous les niveaux. L'éducation initiale, où il nous semble qu'il faut fournir aux futurs citoyens, aux adolescents d'aujourd'hui, citoyens de demain, les clés pour comprendre le monde numérique dans lequel ils vivent. Ça veut dire des clés technologiques, mais ça veut aussi dire des clés de droit, d'éthique, de propriété de la donnée, de droit à l'image. Il ne s'agit évidemment pas de former les spécialistes, mais d'avoir dans ces domaines les mêmes compétences de base que nous avons dans des domaines comme la physique et la chimie. Et ça nous semble aussi être de nature à répondre à une forme d'inculture générale numérique que nous retrouvons encore trop souvent parfois, à la fois chez le grand public et, si je peux me permettre, chez les décideurs et les décideuses. Et puis, en plus de, j'ai envie de dire, de cette formation pour tous, il faut que l'Europe sache s'appuyer sur ces disciplines d'excellence. Tout à l'heure, Valérie Pécresse rappelait le fait que nous étions en France une terre de mathématiques. Les mathématiques sont quand même à la base de beaucoup de domaines dans le numérique, de beaucoup d'activités dans le numérique. Donc il faut que nous sachions nous appuyer là-dessus. Et donc être capable de former les spécialistes dont nous aurons besoin demain, en sachant qu'on ne sait pas exactement de quel métier nous aurons besoin. Donc c'est-à-dire qu'il faut former des gens qui sont agiles et réactifs. Donc ça, c'est pour les spécialistes du numérique. Mais toutes les études montrent également que la plupart des métiers auront besoin de compétences en numérique. Et donc, il faut que nous sachions être capables, en plus de cette formation de spécialistes, de fournir cette culture numérique nécessaire à l'ensemble des professionnels. Donc voilà, 18 propositions pour essayer de retrouver une souveraineté numérique. Il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, Antoine Petit. Merci en tous les cas pour cette présentation. On va faire réagir Marie-Laure Denis. Vous êtes la présidente de la CNIL. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention dans les propositions ? Oui, merci. Écoutez, en tout cas, merci de m'avoir invité et merci pour la restitution de ce travail extrêmement intéressant. J'ai noté des propositions sur les données non personnelles, en tout cas, en partie, alors que la CNIL est quand même plus centrée naturellement sur les données personnelles, sur la protection des données personnelles. Mais en tout état de cause, la CNIL est très active sur la prospective, y compris les initiatives législatives à venir de la Commission européenne sur tout ce qui concerne le partage de données, notamment des données publiques dites sensibles, ce qui a été annoncé dans le Data Governance Act, par exemple, de même que nous avons contribué en liaison avec la CADA, par exemple, la Commission d'accès aux documents administratifs, sur l'open data, et avec un guide, par exemple, qui est accessible sur notre site,
D'une certaine façon aussi, il y a un nouveau droit du RGPD qui est le droit à la portabilité. C'est un droit beaucoup plus individuel de récupérer ces données auprès d'un fournisseur de services pour pouvoir soit les conserver, soit les donner ou les confier à un autre fournisseur de services. Par exemple, dans le domaine musical, si je veux écouter de la musique chez un tel et que je veux plutôt en écouter chez un autre, il faut que je puisse récupérer mes playlists, etc. Si on veut que ce droit soit vraiment opérationnel. Et nous travaillons beaucoup à ce que... on vient de faire un colloque sur le sujet, où d'ailleurs Thierry Breton était invité, sur ce droit, pour qu'il ne soit pas simplement conceptuel, parce qu'on pense qu'il est un facteur d'innovation et de concurrence important, pour ne reprendre que quelques des sujets, puisque finalement, il y a un certain nombre de propositions que vous faites qui tournent autour de l'idée de la circulation de la donnée. Donc c'est... Enfin, pour essayer de répondre à votre question. Je vais être un peu taquin, Marie-Laure Denis, mais c'est un constat. Il y a 5 ans, quand on faisait des débats sur la question de la CNIL, certains se moquaient, disaient globalement les États-Unis ont les GAFAM et la France a la CNIL. Quand on regarde aujourd'hui les réactions et les choses, c'est là où on voit qu'il y a des comportements qui ont beaucoup changé, c'est-à-dire la question de la protection, la question de la donnée. On sent bien qu'aujourd'hui, la perception, en tous les cas, de la CNIL par les citoyens en France a beaucoup évolué, certainement parce qu'il y a eu des excès, parce que certainement les citoyens ont vu aussi l'enjeu de la question de protection. Est-ce que vous considérez que justement qu'il y a eu une grosse avancée sur la maturité, la compréhension de ces enjeux-là à l'échelle de la France? Et puis je vais vous interroger aussi sur la question de l'harmonisation, parce que vous participez également, bien sûr, à une meilleure harmonisation européenne. Oui, alors les États-Unis, certes, ont les GAFAM. On peut constater quand même que, y compris aux États-Unis, il y a une volonté de régulation de plus en plus forte des GAFAM. Notre homologue, qui ne s'occupe pas que de protection des données, mais aussi de concurrence, la FTC, a accru sa sévérité à l'encontre d'un certain nombre d'entre eux. Je pense notamment à Facebook, suite notamment au scandale de Cambridge Analytica, qui est aussi une façon pour les citoyens de prendre conscience des enjeux en matière de protection des données. Il y a aussi beaucoup de questions liées à la cybersécurité, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Des actions concurrentielles très fortes. Et effectivement, je crois que le RGPD, depuis 2 ans et demi, a remis à l'honneur, dans un contexte de digitalisation croissante de l'économie, la question de la confiance que les utilisateurs doivent avoir dans le brassage de ces données, parce qu'ils ont de plus en plus conscience d'être tracés, parfois consciemment, parfois volontairement, parfois à leur insu, pour bénéficier d'un certain nombre de services, notamment gratuitement, et dont ils sont très friands, mais dont la contrepartie est quand même l'utilisation de leurs propres données. Et donc ils veulent des garanties. Le RGPD en apporte. Nous, à la CNIL, on est surtout connus pour être le gendarme de la protection des données, et le RGPD, c'est vrai, a accru le niveau des sanctions qu'on peut prononcer à l'encontre d'une entreprise, y compris à l'encontre des entreprises étrangères, à partir du moment où elles ciblent les données des Européens. Mais on a aussi une grosse politique d'accompagnement des pouvoirs publics. On rend 150 avis par an sur des projets de décret ou sur des projets de loi qui comportent des systèmes d'information. On est auditionné plus de 30 fois par an au Parlement. On essaye à l'égard des entreprises, à la fois les PME et en nous adressant à leur tête de réseau, de leur donner des outils clés en main. Comment réaliser une étude d'impact pour essayer d'éliminer les risques résiduels, un modèle de registre de traitement de données. De façon très concrète, si on parle de la crise sanitaire, un cahier de rappel, comment font les restaurateurs pour respecter le droit à l'information, la question de la conservation de la durée des données. Vous téléchargez sur le site de la CNIL le papier correspondant. On essaye vraiment d'être dans l'accompagnement. Et en ce qui concerne la crise sanitaire, on a été très actifs, non seulement pour délivrer dans des délais très courts un certain nombre d'autorisations, enfin près de 100 maintenant, autorisations de recherche dans le domaine de la Covid-19 sous le prisme de la protection des données. On a aussi donné beaucoup de conseils en matière pour accompagner le télétravail, la télémédecine, l'enseignement à distance, les examens en ligne, et puis très concrètement, surtout les systèmes d'information, par exemple de traçage des populations, qu'ils soient manuels ou numériques, ou demain, le système d'information concernant la traçabilité des personnes qui se font vacciner, on rend un avis et on contrôle. Et donc c'est très important d'avoir à la fois cette action d'accompagnement et de contrôle pour insuffler vraiment de la confiance auprès de nos concitoyens. Docteur Georges Karam, justement,
on évoque cette crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que cette crise, on l'a évoqué tout à l'heure avec Cédrico, le ministre numérique, est-ce qu'elle va peut-être renforcer certains enjeux et certains sujets? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de souveraineté en matière de santé pendant cette crise, sur le plan sanitaire. Est-ce qu'elle peut venir aider ou renforcer, bien entendu, la nécessité d'aller encore plus vite en matière de souveraineté numérique? Quelle est votre vision et la gestion du temps? Effectivement, la crise, en fait, elle a mis, je pense on l'a tous vu, que opérer et travailler à distance, c'est devenu indispensable. Presque les sociétés qui étaient préparées pour faire ça ont pu, je dirais, fonctionner plus normalement que d'autres. Mais tout le monde a pris conscience que c'est pas normal d'avoir quelqu'un dans une zone rurale qui peut pas connecter, qui peut pas travailler de chez lui. Mais j'irai plus loin, c'est que même on s'est posé la question comment on tourne un laboratoire, comment on tourne une usine à distance. Donc de toute façon, ce qui a mis cette crise, c'est que l'importance de la numérisation, je pense que le numérique était partout, mais on le sentait beaucoup plus au niveau humain, c'est-à-dire nous, on veut être connectés. Je pense que la crise a encore nous a donné un peu plus conscience de l'importance de ce numérique, de la dépendance de cet outil, en fait, d'où la souveraineté, puisque si on dépend de quelque chose et on ne le contrôle pas, donc on est moins souverain. Mais aussi, c'est pas seulement de connecter les hommes et les femmes, mais de connecter les objets pour pouvoir opérer à distance tout. Donc, en un mot, quand tout le monde parle de numérique, évidemment, il y a la donnée d'un côté à la contrôler, mais après, quand on vient dans la partie technologique, on parle de deux technologies clés qui sont connectées et processées, en fait, compute, avec tout ce qui est intelligence artificielle autour de ça. Donc, et si on ne maîtrise pas ces deux technologies, on ne maîtrise rien du numérique. En fait, on est obligé dans le numérique plutôt qu'on le maîtrise. Ceux qui avaient prédit une crise, une pandémie, sont ceux qui prédisent que la prochaine, en tous les cas, on va dire, crise, sera celle de l'attaque, de la cybersécurité, de la question du cloud. Donc on veut bien en tous les cas les écouter avec attention parce que ils sont rares à ceux qui avaient imaginé cette pandémie en matière sanitaire. Ça doit nous interroger de quelle manière, en se disant si dans 5 ans on a une crise et qu'on voit justement notre enjeu de souveraineté en matière de cloud ou de données, on n'a pas fait le nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Il y a des propositions qui sont sur la table et ça vient d'être exprimé par Antoine Petit. Qu'est-ce qui vous reste? Enfin, il nous reste beaucoup à faire, mais globalement, vous dites il faut réussir quoi dans les 2 prochaines années? Pour moi, en fait, il y a un avantage en technologie. Pour éviter l'histoire des masques, oui, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient plus produits dans notre pays. Moi, pour l'anecdote, quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, en fait, c'était dans la bouche de tous les CEO de l'époque que j'admirais ce qu'ils disaient. On disait, on veut plus d'usines, on veut plus d'industrie, il faut que les ingénieurs fassent du service. Les quelques ingénieurs qui voulaient utiliser leurs connaissances mathématiques, qu'on a beau dire qu'on maîtrise les maths, mais les maths, on peut les utiliser aussi de façon conceptuelle, qu'on faire des usines avec, faire de la techno avec. C'était la mode. Et je suis heureux de voir que je finis, je ne suis pas encore à la retraite, mais je m'approche, de voir que le monde tourne depuis le début que j'ai commencé comme un an. On dit « Ah non, on ne peut pas vivre sans industrie et sans usine sur place ». Donc, et bien sûr, un simple petit chiffon de masque nous a mis quand même... il y avait une grande pagaille dans le pays parce qu'on n'arrivait pas à le produire. Vous imaginez bien que si on ne maîtrise pas toutes les technologies nécessaires pour transmettre nos données, opérer nos usines, etc. Donc c'est indispensable. Mais ce que je voudrais dire, en fait, il ne suffit pas simplement d'être là et dire oui, bien sûr, il y a des propositions, il y a que, etc. C'est très possible parce que la technologie, elle a un élément clé qu'elle s'est détruite elle-même. C'est-à-dire aujourd'hui, qui parle de la 2G, qui parle de la 3G? Personne ne parle de la 4G. Bientôt, je vous garantis, on ne parlera pas de la 5G. L'année prochaine, on parlera de la 6G si on veut refaire le même show. Ce qui veut dire que du moment que l'innovation elle est destructive, on a le moyen, une fois qu'on s'est mis sur une période très courte, de 2 ans, 3 ans, d'être au top de la techno en laissant tomber la techno où on était mauvais, où on n'a rien fait dedans. Donc, il ne suffit pas de pleurer sur le passé, il suffit simplement d'agir maintenant et de mettre les moyens pour avancer et développer la technologie de demain, quoi.
On va interroger Michel Paulin qui nous suit certainement depuis Roubaix, qui est le siège d'OVH Cloud. Merci d'être avec nous. On est ravis d'accueillir un des champions européens du cloud et une des belles réussites de la tech française au niveau mondial, puisque vous appartenez à ce qu'on appelle maintenant le Next 40, qui avait été lancé par Cédrico, c'était l'année dernière. Je rappelle quand même quelques chiffres pour OVH Cloud aujourd'hui. Le groupe est présent sur 4 continents, 31 data centers, 2500 collaborateurs. Allez, on va dire pas très loin du milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est pour bientôt. Et un groupe qui investit par an à peu près entre 300 et 400 millions d'investissements sur les infrastructures. Il faut le dire quand on a des champions français. Vous avez une vision assez claire à la fois sur... Il faut dissocier l'enjeu de souveraineté en termes de données et il y a un enjeu bien sûr de souveraineté technologique, mais c'est 2 sujets différents. Oui, tout à fait. Pour nous, la souveraineté est devenue aujourd'hui quelque chose que la crise a mis vraiment en avant. Clairement, pour nous, la souveraineté, ce n'est pas une question de nationalisme, une question de protectionnisme. Exercer sa souveraineté, c'est avoir la liberté de choix et de ne pas être dans un modèle de contrainte forte qui impose que finalement vous n'ayez pas la possibilité de choisir. Et nous, pour nous, tout ce qui est la souveraineté numérique de l'Europe, pour nous, en tout cas en tant qu'OVH Cloud, il y a 2 domaines sur lesquels nous sommes très actifs. Le premier, c'est ce qui est la souveraineté des données. On en a beaucoup parlé. Les données aujourd'hui ont une valeur économique, une valeur stratégique, une valeur aussi éthique, quand on voit avec le problème des données, par exemple, de santé. Et donc, comment aujourd'hui on est capable de maîtriser la souveraineté de ces données, comment on la protège, et très heureux de voir que la s'y associe totalement. Et j'ai envie de dire que là, il y a une exception européenne qui, je crois, doit être mise en avant, parce que les parties de l'Europe dans la protection des données individuelles mais non collectives est exceptionnelle, et qu'il faut, je pense, nouer. La deuxième chose qui me semble indispensable, c'est ce que j'appelle, moi, la souveraineté technologique. C'est-à-dire que vous ne pourrez exercer à long terme votre souveraineté numérique si la France, l'Europe, pourra maîtriser un certain nombre de technologies. Et pour ça, je suis tout à fait en train de ce qui a été évoqué par Antoine Petit, sur le fait qu'il faut aller sur les nouvelles batailles. Il y a des anciennes batailles qui sont désormais un peu passées. Et je pense que l'Europe, Mme Pécresse en a parlé, l'Europe a aujourd'hui un certain nombre de secteurs d'excellence qu'il faut aujourd'hui mettre en avant parce que la bataille n'est pas terminée. Et d'une certaine façon, et je reviens sur les propositions qui ont été faites par le rapport de Petit, je pense qu'il est important de mettre en place maintenant dans l'action ces recommandations. Le diagnostic est fait. Maintenant, il faut les mettre en action. Et je reconnais que ce qui est proposé par le rapport de CNRS va tout à fait dans le sens que nous faisons. C'est-à-dire aujourd'hui, le levier des commandes publiques est un levier indispensable. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est capital. C'est fait dans tous les autres continents. Et les Américains l'utilisent massivement, les Chinois n'en parlons pas. Pourquoi l'Europe ne le ferait pas ? Le fait qu'il y ait une spécificité au droit spécifique européen, parce que la protection de la donnée en Europe est plus avancée que dans d'autres secteurs. Et moi, je ne souhaite pas avoir le droit chinois de la protection de la donnée individuelle qui devienne la règle. Eh bien, ces choses-là, il faut les mettre en avant. Et donc, ce que nous demandons, ce n'est pas du protectionnisme, c'est de mettre en avant ces spécificités européennes légales, techniques et également en termes de régulation qui vont permettre d'avoir une compétition qui soit équitable, une ouverture qui soit équitable, des choses qui font que les positions monopolistiques et les pratiques presque anticoncurrentielles que l'on voit sur un certain nombre de ces acteurs ne soient plus permises. Et donc, c'est ça quelque chose sur lequel nous militons beaucoup, en participant avec des projets comme Gaia-X, parce que nous en sommes convaincus, c'est l'écosystème, et là encore c'est quelque chose qui a été dit, qui sera une des solutions. Aujourd'hui, aucun acteur numérique en Europe n'est suffisamment puissant pour avoir les mêmes attitudes que certains acteurs mondiaux. Et donc la capacité à être ensemble, fédérés autour d'un écosystème ouvert, open source, permettra à la fois de protéger la souveraineté des données, mais également, nous en sommes convaincus, de pouvoir cristalliser la souveraineté de technologie autour des vraies batailles du futur. Le cloud en est un, nous sommes l'exemple vivant, mais l'intelligence artificielle, l'énergie, comment dire, tout ce qui est quantique, sont des batailles sur lesquelles l'Europe aujourd'hui a les moyens, on a les talents, aidons-les.
Michel Paulin, vous dites finalement la souveraineté, ce n'est pas une question de patriotisme, c'est plutôt de mettre en situation l'État à choisir et à ne pas subir. Exactement. Pour moi, la souveraineté, c'est la liberté de choix. C'est la liberté de choix pour les entreprises, c'est la liberté de choix pour les individus, c'est la liberté de choix pour les États, les collectivités locales. Et donc nous, notre rôle en tant qu'OVH Cloud, c'est vraiment justement d'essayer d'apporter des alternatives qui vont permettre que les clients, les institutions politiques puissent choisir en tout état de cause. Et je rajoute un dernier thème qui pour nous est important, c'est que pour moi, la souveraineté va exiger aussi des notions qui sont parfois complexes à mettre en œuvre, qui sont la transparence. Le cloud est un truc complexe, qui parfois est un peu abscon, c'est parfois des boîtes noires. Les gens ne savent pas où sont leurs données. Nous, on pense que les clients doivent choisir où la localisation de leurs données doit être effectuée. Ils doivent avoir le choix. Également, ils doivent connaître quelles sont les règles légales. J'ai envie de dire qu'avec les évolutions de Schrems 2, eh bien, c'est encore plus d'actualité. Quel est le statut légal de leurs données? Il faut également qu'il y ait la sécurité, la traçabilité, que les conditions de protection des données soient complètement identifiées. Et un dernier point, la réversibilité. Là encore, si le cloud devient une sorte de prison, même dorée, dans lequel les opérateurs, les clients, les États sont complètement, ce qu'on dit dans le mauvais français, lockdown, locking, complètement enfermés et qui ne peuvent plus y sortir, d'où l'importance des sujets comme Gaia-X, un sujet européen que nous travaillons avec la Commission européenne, pour garantir des API ouvertes, documentées, qui vont permettre justement de faire en sorte que la réversibilité soit une réalité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients sont mécontents parce qu'aujourd'hui, il est difficile de sortir de certains acteurs de cloud des données. Ça coûte très cher et techniquement, tout est fait pour les empêcher. Et donc, nous pensons que c'est ça. Et le dernier sujet que je voudrais mettre en avant, c'est que nous essayons de travailler, nous, dans l'écosystème. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux exemples de partenariats que je voudrais mettre en avant qui illustrent la façon dont on essaye de le faire. D'abord, sur le partenariat des données, c'est le partenariat qu'on a fait avec Google. J'ai envie de dire que c'est un peu paradoxal de parler de Google en ce moment alors qu'on parle de souveraineté des données. Mais le partenariat que nous avons fait avec Google Cloud, justement, garantit la protection des données, garantit parce que le modèle technique qui est mis en œuvre permet de garantir la souveraineté des données et de respecter totalement les principes de base de l'ensemble de la protection des données. Et le deuxième que j'aurais donné, c'est celui qui illustre plutôt la partie souveraineté technologique, c'est le partenariat que nous avons fait avec T-Systems en Allemagne, où nous avons mis ensemble l'ensemble de la compétence de l'open source autour de l'OpenStack pour pouvoir proposer une solution européenne alternative aujourd'hui dans le domaine du public cloud. Merci Michel Paulin. Quand on est à Roubaix, on est au cœur de l'Europe. Antoine Petit, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos de l'entrepreneur et de celui qui développe, qui doit devenir un champion mondial, qui est un bel exemple avec OVH Cloud? Ce que je crois intéressant, c'est qu'il y a une forme de consensus entre nous. On voit bien que les idées que nous avons émises, les propositions que nous avons faites, qui résultent de groupes de travail dans lesquels il y avait des gens d'un peu toutes origines. Je pense qu'elles font une forme d'unanimité, mais il y a des choses à faire. C'est-à-dire que je crois que ça a été dit tout à l'heure, il faut maintenant qu'on fasse, de mon point de vue, qu'il y ait une décision politique de mettre ça en œuvre. Et que s'il n'y a pas cette décision politique, on va se retrouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans dans la même situation, à se plaindre, à se dire que les Chinois ont pris de l'avance, les Américains ont pris de l'avance. Je crois qu'il y a des combats à mener, de nouveaux combats à mener, et c'est ceux-là sur lesquels il faut faire porter notre attention, mais que si nous ne faisons rien, les mêmes causes produiront les mêmes effets, et dans 2, 3, 4, 5 ans, nous pleurerons à nouveau. Je crois qu'il y a un certain nombre de success stories. OVH Cloud en est une parmi d'autres, mais c'est une belle succès. Montre qu'il y a matière pour l'Europe à trouver ses marques de la souveraineté numérique. Je pense qu'il y a une dimension qui est importante aussi, c'est le fait, ça a été dit, que les citoyens, les citoyennes sont demandeurs et demandeuses d'un certain nombre d'éléments dans lesquels les valeurs et la culture européenne doivent jouer. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on réussisse à mettre en œuvre, je crois. Mais ça nécessitera une forme de consensus général sur le fait que c'est une priorité. Georges Karam, là aussi en réaction peut-être aux propos qui ont été tenus par Michel Paulin, qui sont des sujets certainement que vous débattez au sein de la FUME. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est 100% ce qui a été dit. En fait, le point essentiel, effectivement, c'est vraiment maintenant de faire les choses. Et si j'ai à dire un commentaire un peu au pouvoir public là-dessus,
c'est que malgré tout, en Europe ou en France, je dirais, on essaye de faire des choses, on met les moyens, etc. Mais je me pose souvent la question du saupoudrage, si j'ose dire, un peu, le mot que je vais utiliser. C'était plutôt que aujourd'hui, en fait, quand vous avez un problème tel qu'il est aujourd'hui et vous voulez rattraper un retard, vous voulez vraiment façonner un avenir, il faut définir vraiment une stratégie, faire des choix dans ces stratégies. Si on dit, voilà, c'est le numérique, c'est le cloud, c'est l'innovation technologique nécessaire au numérique. Après, il faut mettre les moyens derrière et pour ces moyens, je pense qu'il faut vraiment faire des choix de projets et mettre vraiment beaucoup de moyens, plutôt que de faire 100 projets et disperser les moyens. C'est ce que, si je compare par rapport au comportement des Chinois, c'est ce qu'ils font en général. C'est-à-dire, je viens choisir 2 ou 3 projets qui sont presque en concurrence, que le meilleur soit... Mais je mets tous les moyens dessus au lieu de choisir 20 et de saupoudrer mon argent sur les 20 pour qu'à la fin, j'ai la conscience tranquille d'avoir fait quelque chose, mais en résultat, vous n'aurez rien parce que vous avez saupoudré sur 20 projets un peu. Et voilà, donc pour moi, c'est très très important de point de vue innovation aujourd'hui. Si on dit que il faut que l'Europe, que la France, demain, qu'elle soit acteur principal de la 5G, de la 6G, de la 7G, de cloud computing, de tout ce qu'on veut, ben, il suffit simplement de dire sur 2-3 projets stratégiques, je mets plein de moyens combinés entre tout ce qui vient de l'État, tout ce qui vient des privés, pour vraiment délivrer un résultat en 2-3 ans de temps. Merci Georges Karam. Nous allons terminer par Marie-Laure Denis. Comme on aime bien les gentils gendarmes de la régulation à l'IDAT, on va conclure par vous. Justement, vous allez pouvoir faire une synthèse et peut-être dire quels sont les prochains rounds justement dans lesquels vous intervenez au niveau de la CNIL par rapport à tout ce qui a été débattu dans cette table ronde. On aurait pu rester et prolonger d'une demi-heure de plus, mais c'est vous qui avez le mot de la conclusion. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'il y a un contexte qui est une formidable opportunité pour concilier une politique industrielle volontariste en matière de souveraineté digitale française et européenne, avec les initiatives qui ont été évoquées, par exemple Gaia-X ou des partenariats, mais qui permettent d'héberger localement les données, en tout cas auprès de sociétés qui sont soumises à des juridictions européennes, et d'autre part les enjeux de la protection des données, avec maintenant un standard de protection européen qui est devenu une norme de référence. Il y a beaucoup de pays très développés qui adoptent en quelque sorte, qui essayent de hisser le niveau de protection de leurs données pour pouvoir commercer avec l'Europe, tout simplement. Donc là, je crois qu'il y a une formidable opportunité à saisir pour concilier ces enjeux, les valeurs européennes et des initiatives fortes en matière de politique industrielle. Je vous donnerai un seul exemple. Par exemple, ce qui se passe avec la plateforme des données de santé, ou ce qu'on appelle en anglais le Health Data Hub, cette initiative qui a été créée en 2019 par les pouvoirs publics, de centraliser l'ensemble des données de santé des Français avec un objectif très intéressant de recherche, de promouvoir la recherche grâce à l'intelligence artificielle, mais en même temps les données de santé sont des données extrêmement sensibles, naturellement, protégées d'ailleurs, qui ont un statut protecteur, y compris dans le RGPD. Et nous disons, y compris depuis l'intervention de l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne à laquelle faisait référence Michel Paulin tout à l'heure, que naturellement, dans la mesure où ces données sont aujourd'hui hébergées par Microsoft, même en Europe, se pose non seulement la question des transferts, mais avec une législation américaine qui est moins protectrice que la nôtre en matière de données, la question du risque d'accès à ces données par des autorités américaines. Et donc, nous avons, avec un dialogue très étroit et très nourri, exigeant, je dois dire, mais constructif avec le ministère de la Santé, le ministère en charge du numérique, le ministère de la Recherche, obtenu, ne serait-ce que la semaine dernière, que ces différents ministères, le gouvernement français, donc s'engage à changer d'hébergeur et d'ici 12 à 18 mois ou au plus tard dans 2 ans, en tout état de cause, pour que ces données, les données de santé des Français, soient hébergées par une société, en tout cas, ou par des sociétés qui sont soumises aux juridictions européennes et qui sont donc protégées de l'accès d'autorités étrangères. Pardon. Donc ça, c'est un exemple extrêmement concret du type d'action que mène la CNIL au jour le jour, de même que la CNIL est très active en matière de cybersécurité, de protection des données, qui concentre
concentre beaucoup de ses efforts tant dans l'accompagnement que dans la politique répressive, parce que c'est un aspect essentiel, encore une fois, de la confiance qui est liée au traitement de la donnée. Merci Marie-Laure Denis, c'était le mot de conclusion. Merci à Antoine Petit, merci à Georges Caram, merci à Michel Paulin qui nous suivait depuis Roubaix. Voilà, c'est la séquence suivante dans quelques instants où nous allons accueillir sur scène Jean-Luc Alavena. Restez avec nous ici en direct à l'IDAT depuis le Palais Brongniart.